Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième cours de culture de musique romantique qui se penchait sur la question des pianistes romantiques. Alors, avant de parler des pianistes romantiques, nous allons parler du piano, car oui, à cette époque, le piano en fait est en plein essor. Il connaît pas mal de recherches. Les personnes en fait s'intéressent au piano parce que il permet de jouer sur les nuances et c'est un instrument polyphonique qui permet de jouer du coup plusieurs notes à la fois, et c'est ce qui intéresse les pianistes, enfin les claviéristes. De ce fait, ils peuvent arranger des morceaux pour les pianos et de montrer le meilleur de leur virtuosité. Alors maintenant, parlons des pianistes romantiques. Enfin, avant de parler des pianistes romantiques, on va parler justement de Beethoven. Beethoven qui, par rapport au piano, créa 32 sonates pour piano, parce qu'il a beaucoup écrit pour le piano. Le chancelier Monsieur Carl van Bülow les appelle même, ce recueil de 32 sonates pour piano, les appelle même l'Ancien Testament. Schubert, lui, composa aussi 32 sonates, mais également 2 fantaisies, qui sont des œuvres libres pour piano, comme ce que vous pouvez entendre en musique de fond. Chez les compositeurs, on retrouve aussi une nouvelle forme de composition que l'on appelle des miniatures. Ce sont des œuvres libres composées selon l'humeur du compositeur, comme faisait Chopin avec ses nocturnes. Bien, si vous vous souvenez bien du premier cours, nous avons parlé de 3 générations de romantisme. Et la première était justement les pianistes romantiques avec Chopin, Mendelssohn, Schubert, Schumann et Liszt. Alors, commençons par Mendelssohn. Mendelssohn, que voici ses dates, il compose exclusivement pour instruments. Et d'ailleurs, pour cela, nous avons une citation de Hoffmann qui dit « La musique instrumentale est la plus romantique des arts. On pourrait presque affirmer qu'elle seule est vraiment romantique. » Cette citation de Hoffmann montre bien la mentalité des compositeurs romantiques de vouloir écrire pour instruments seulement. D'ailleurs, Mendelssohn compose un recueil de 8 morceaux appelé Lieder ohne Wort, autrement dit les romances sans paroles. D'après ces compositeurs romantiques, la musique, au-delà des mots, pourrait exprimer l'ineffable. L'ineffable est ce qui ne peut être dit. Mais Mendelssohn n'abandonne pas les mots, car il les rajoute dans les titres de ses œuvres. Mendelssohn, d'ailleurs, pour revenir à ses origines, Mendelssohn lui-même sa famille lui permet d'avoir un bagage culturel et intellectuel assez énorme. Un exemple tout con, la musique qui a changé et qui est maintenant en fond, est celle de sa sœur Fanny Mendelssohn, qui était une grande compositrice. Mais à cette époque, les femmes étaient moins bien reconnues. Mendelssohn est considéré comme un compositeur emblématique de l'époque du romantisme. Malgré ça, il va faire revivre les œuvres de Bach et utilisera le contrepoint, et il luttera même pour qu'on joue ses œuvres à Bach et pour qu'on réutilise le contrepoint. Mais malheureusement, Mendelssohn va être presque rayé de l'histoire, avec la vague d'antisémitisme qui arrive sur l'Europe, et qui là en musique est représentée par Wagner, qui va beaucoup, pardonnez-moi l'expression, mais cracher sur la musique de Mendelssohn à cause de sa religion juive. Mais les pianistes à cette époque étaient connus pour leur virtuosité, et on voit apparaître du vedettariat. Alors, à définir virtuosité et vedettariat, la virtuosité, c'est la technique et le perfectionnement extrême d'un instrument. Là, en l'occurrence, le piano. Et le vedettariat, c'est tout ce qui est la célébrité, la célébrité et tout ce qui est commercialisation de cette célébrité. Le paroxysme de ce vedettariat arrive avec l'apogée du concert public. On en remarque d'ailleurs des traces de ce vedettariat avec l'achat de billets de concert au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, 4 différents types de concerts cohabitent: les publics, les semi-privés, les privés et les lucratifs. Alors les publics, c'est ceux qui vont justement être publics, mais c'est-à-dire qu'ils vont être dans des salles de concert accessibles. Les semi-privés, c'est ceux qui vont être dans des salles de concert, mais pour un groupe de personnes prédéfini. Les privés, c'est ceux qui vont se passer dans la cour, dans tes propres maisons, etc. Et les lucratifs, c'est des concerts qui vont servir aux compositeurs ou aux instrumentistes
de vivre, en fait, tout simplement, parce que à l'époque du romantisme, c'est l'époque où les artistes vivent de leur art et qu'on essaye de ne plus dépendre d'une cour. Et du coup, on va chercher l'argent là où il y en a. On voit apparaître des sociétés de concert créées en France sur le modèle du système de la société de concert londonienne du London Philharmonic Society. Et la plus connue en France des sociétés, c'est la société L'Amoureux. En gros, une société de concert, c'est une boîte de prod. Elle fait monter des concerts par rapport à un artiste de l'époque et rameute du public. Pour dire, la London Philharmonic Society rameute en moyenne 3000 personnes. Et de plus en plus de personnes, justement, viennent à ces concerts. Et donc, en fait, vu qu'ils ramènent plus de gens, les concerts publics, le billet baisse et il est accessible au moins minimum à la petite bourgeoisie. Ces concerts vont permettre, du coup, la tendance de l'époque, ça va être du coup de chercher les virtuoses, les musiciens virtuoses. Et plus on faisait preuve de virtuosité, plus on était célèbre et plus on gagnait d'argent. Il y a un type de concert créé par Franz Liszt en 1840 qui va permettre à ces virtuoses de se faire connaître, de se faire voir eux quasiment seuls. C'est les récitals. Les récitals, c'est un concert qui est fait par une seule personne. Et un compositeur qui était assez connu pour ses récitals, c'est Frédéric Chopin. D'ailleurs, Frédéric Chopin utilisait beaucoup le piano. Et l'utilisation du piano faisait de l'ombre aux autres instruments, comme le démontre cette citation de Fétis qui disait « Plus l'usage du piano se répand dans notre société, moins les autres instruments y sont employés. » Voilà, c'est un constat qu'il a fait à son époque. Et maintenant, repassons à Chopin. Chopin est un compositeur avec des références assez solides sur le baroque et le classique, mais malgré tout, en fait, c'est un compositeur assez complexe, assez fragile dans son caractère, dans son comportement, dans sa manière de vivre. Il lui arrive souvent de se blesser, de tomber malade, d'être triste, etc. Alors, un truc à ne jamais dire en compo, Frédéric Chopin est polonais. Ça, enfin, non, justement, Frédéric Chopin est polonais. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'il est français. Le compositeur français Frédéric Chopin? Non, il n'y a aucun compositeur français qui s'appelle Frédéric Chopin. Justement, cette nationalité polonaise, malgré son amour de la France, va se retrouver dans sa musique. Mais on y reviendra un petit peu dans quelques secondes. Il va se retrouver dans sa musique, mais une fois arrivé à Paris, il se fait très vite adopter par la société un peu mondaine. Et ça va être quelqu'un de très réservé. Il va préférer l'intimité des petites salles de concert, des petites salles pour pouvoir se produire et voire même du coup enseigner. Voilà, il préfère enseigner et composer que de se produire dans des grandes salles et machin. Justement, comme je le disais, on peut retrouver 3 thèmes dans ses écrits. On peut retrouver les études, comme je vous disais, il préférait enseigner. On en retrouve 24. La particularité de ces études, ce ne sont pas que des œuvres pour apprendre le piano, mais bien des œuvres à part entière avec une complexité et un langage poétique. En deuxième thème, on retrouve le patriotisme, comme je vous disais, on retrouve des morceaux aux allures polonaises, mais aussi parce qu'il y a eu la révolution, une certaine révolte, et du coup on retrouve cette révolte dans sa musique, et on a également une certaine poésie dans cette musique. Il a malgré tout un langage très simple, mais une complexité technique assez importante. Petit zoom sur les concertos, car oui, petit rappel, le concerto c'est un soliste qui répond, qui joue avec un orchestre. Et dans cet exercice, les romantiques vont apprécier, vont essayer de le complexifier parce qu'ils vont voir ça comme un instrumentiste contre tout le monde, contre un orchestre entier. Mais malheureusement, ce genre d'exercice se répand comme étant trop commercial parce qu'il met en valeur un soliste. D'ailleurs, en parlant de soliste, un soliste assez connu, Paganini, voilà, qui est considéré comme la première vraie vedette et vraie star qui est virtuose de ce genre de commerce à cette époque. Il est soliste et du coup il est très demandé pour les concertos par exemple, mais on lui doit aussi quelques caprices, c'est le nom de ses œuvres qu'il a écrit lui-même, voilà, dans ses moments d'impulsion. Il nous manque donc deux pianistes romantiques, Liszt et Schumann, et nous allons du coup parler de Liszt. Liszt aurait été le seul vrai capable de rivaliser avec Paganini.
Il était d'ailleurs lui-même en rivalité avec un autre pianiste appelé Thalberg. Et chose marrante, en 1837, ils firent un duel d'or comme poigneur, qui est en fait une forme libre assez large qui favorise la virtuosité. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Liszt. Passons à Schumann. Et si vous avez remarqué, les pianistes romantiques sont quasiment nés ils sont nés entre 1809 et 1811 au grand max. Donc Schumann est, par sa famille également, fan de littérature romantique. Petite anecdote d'ailleurs, sa femme était connue avant lui. Voilà, elle était même plus connue que lui. Il reste quand même un grand compositeur et, comme je vous disais, sa famille l'imprègne de culture romantique. Et dans sa jeunesse, au lieu d'aller aux études, il fréquente les lieux culturels, comme les salons et tout. Il donna même des cours à sa future femme, des cours de piano à sa future femme avant de se marier. À 20 ans, il annonce qu'il veut faire sa carrière solo à sa famille, à son entourage, mais se voit contraint d'arrêter immédiatement après avoir renoncé car il se voit avoir une paralysie de la main. Et il essaie là des traitements, mais les traitements qu'il a essayés n'ont fait qu'empirer. Du point de vue harmonique, son écriture est assez moderne et part d'une fine recherche des couleurs. Par ailleurs, en 1834, Schumann créa une revue musicale. Et ces revues musicales, justement, avaient une importance cruciale dans la carrière des acteurs, car elles faisaient un petit peu la pluie et le beau temps de leur carrière, les hauts et les bas. Si elles voulaient, elles pouvaient détruire la carrière d'un compositeur. Et on pouvait d'ailleurs retrouver dedans tous les dates de concerts publics, pas mal de partitions, etc. Pour continuer sur Schumann et finir sur Schumann, il finira sa vie dans un asile, complètement fou en fait, et il se mettra à entendre une seule et unique note siffler dans son oreille en boucle. Bien, pour conclure en fait, ces pianistes romantiques en fait, déjà le piano en lui-même devient un instrument phare, il est partout, devient même accessible à la petite bourgeoisie qui va vouloir s'intéresser à la musique. Cette époque des pianistes romantiques est une époque où l'on cherche l'amateurisme, où l'on veut faire de la musique, en lire, et où la musique devient un terrain commercial par la vente de partitions ou de produits dérivés tels que des badges, etc. Nous pouvons dire également que par rapport à tous ces pianistes, Beethoven les relie tous. Car oui, ils ont tous étudié le langage de Beethoven et ont fait en sorte d'en mettre dans leur musique. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air, à me poser vos questions et vos suggestions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les autres capsules de vidéos. Et sur ce, je vous laisse, musicalement vôtre.